environ 97% des personnes signalées disparues rentrent chez elles ou sont retrouvées mortes dans la semaine. Et environ 99% sont rentrés chez eux ou ont été retrouvés morts dans l'année. Cependant, il y a 1% qui ne sont jamais revus ou entendus à nouveau. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens disparaissent, et la plupart d'entre elles ne sont pas liées à la criminalité. Des choses comme les abus, les problèmes à l'école ou au travail, les problèmes de santé mentale, les ruptures de relations, la dette, les pensées suicidaires ou le deuil font partie des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens se sentent si désespérés. Ils veulent échapper à tout et à tous ceux qu'ils connaissent. Pour certains, plus ils sont absents longtemps, plus ils trouvent difficile de revenir et de faire face à la torture qu'ils ont infligée à leur famille et à leurs amis, et il leur semble plus facile de rester simplement cachés. Dans cette vidéo, nous examinons 3 cas où des personnes ont disparu dans des circonstances mystérieuses, sans raison apparente, et dont les amis et les familles gardent l'espoir qu'elles reviendront un jour saines et sauves. Tous les cas soulèvent encore plus de questions que de réponses. Et malgré le passage du temps, leurs familles sont toujours très concentrées sur l'obtention de réponses à ce qui est vraiment arrivé à ces personnes disparues. Andrew Godson. Le matin du 14 septembre 2007. Andrew Godson, 14 ans, a quitté son domicile à Doncaster, Royaume-Uni, pour se rendre à l'école comme à son habitude. Mais Andrew n'est jamais arrivé à l'école ce jour-là. Au lieu de cela, il a attendu que ses parents partent travailler, avant de rentrer à la maison et de se changer pour sortir de son uniforme. Il a ensuite vidé son compte bancaire qui contenait 90 kg, et sans laisser de notes, il a pris un train de la gare de Doncaster pour Londres. Arrivant à la gare de King's Cross à 11h20, c'était la dernière apparition d'Andrew et personne ne l'a vu ou entendu depuis. Ici, nous examinons le contexte de l'affaire dans l'espoir que peut-être l'un des spectateurs de cette vidéo le reconnaîtra. Andrew est né le 10 juillet 1993 de parents Kevin et Glenys. Andrew et sa sœur Charlotte ont été élevés dans une maison chrétienne, bien que leurs parents n'aient pas imposé leur vue à leurs enfants. Et à mesure qu'Andrew grandissait, il ne fréquentait plus l'église avec eux. Andrew était un élève très intelligent qui étudiait au lycée catholique Macaulay à Balby, Doncaster. Et on s'attendait à ce qu'il obtienne des A dans tous ses prochains examens General Certificate of Secondary Education. Andrew était un garçon tranquille qui aimait sa propre compagnie, malgré son groupe d'amis à l'école partageant les mêmes idées. Bien qu'il socialisait rarement avec eux et préférait passer son temps à la maison à lire, jouer à des jeux et écouter de la musique comme Slipknot, Muse at Funeral for a Friend. Au moment de sa disparition, il n'y avait aucun signe évident de dépression ou d'instabilité mentale. Andrew avait 14 ans quand il a disparu. Malgré sa petite taille pour son âge, lui donnant l'apparence d'un enfant de 12 ans, il était très mature mentalement. Il n'était pas débrouillard dans la rue. Il portait des lunettes à forte prescription et était sourd d'une oreille et avait une double crête très unique sur le côté de son oreille droite. Bien que ses cheveux étaient châtain clair le jour où il a disparu, son plan était de les teindre en noir. Il a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt noir, Slipknot, un jean noir, une montre à son poignet gauche et portant une besace en toile noire avec des écussons de groupes de rock et de métal dessus. Dans les jours précédant sa disparition, Godson a commencé à rentrer à pied de l'école plutôt que de prendre le bus, un trajet qui lui prendrait environ 1h20. Mais à part ça, sa famille a dit qu'il était comme d'habitude. Il a passé la soirée avec sa famille avant de disparaître. Ils ont mangé, se sont lavés et ont regardé la télé. Le matin du 14 septembre 2007. Andrew a été décrit par sa famille comme étant irritable et difficile à réveiller. C'était inhabituel pour Andrew, qui était normalement un lève-tôt. Après avoir quitté la maison pour prendre son bus pour l'école, il a quitté son chemin et a patienté dans un parc proche jusqu'au départ de la maisonnée pour la journée. Il a été vu là-bas par un ami de la famille, assis sur un banc, et a été plus tard capturé sur le système de vidéosurveillance d'un voisin rentrant à la maison. Après avoir changé d'uniforme, il l'a mis dans la machine à laver. Il a pris son portefeuille, ses clés, sa PlayStation portable et les a mis dans son sac.
Il n'a pas pris de manteau ni son passeport et a laissé 45,36 kg en espèces dans sa chambre. Andrew a quitté sa maison et s'est rendu à un distributeur automatique dans un garage local et a retiré 90 kg de son compte bancaire. Il a utilisé cet argent pour acheter un billet de train pour Londres. Ces images ont été capturées le matin de sa disparition. Il a ensuite pris le train seul et la vidéosurveillance l'a repéré à la gare de King's Cross à 11h25 le 14 septembre 2007. C'était la dernière apparition confirmée d'Andrew. Lorsque la famille s'est assise pour manger ce soir-là, ils n'avaient aucune idée qu'Andrew avait disparu. Ils ont supposé qu'il était dans sa chambre, mais l'alerte a été donnée quand ils ont constaté son absence. Vers 19h ce soir-là, la police a été informée. Une énorme recherche a été entreprise, mais elle n'a rien donné. Et ce n'est que 3 jours plus tard qu'il a été établi qu'il avait acheté un billet de train aller simple pour Londres. On a d'abord pensé qu'il était allé séjourner chez des parents à Londres, mais là encore, cela n'a rien donné. La famille et la police ont étudié la possibilité qu'Andrew soit allé à Londres pour rencontrer quelqu'un qu'il avait rencontré en ligne. Cependant, il n'y avait aucune preuve de cela. Andrew n'utilisait pas l'ordinateur à la maison et ne s'intéressait pas aux médias sociaux. Et il n'y avait aucune indication qu'il se soit connecté à un ordinateur d'école ou de bibliothèque non plus. Une autre suggestion est qu'Andrew est allé à Londres pour voir l'un de ses groupes préférés, 30 Seconds to Mars, car il jouait à la Brixton Academy ce soir-là. Mais malgré les appels aux fans qui étaient au concert, rien n'a été retrouvé. Au fil des ans, il y a eu des dizaines de signalements non confirmés d'Andrew à travers le Royaume-Uni. Et 1 an après sa disparition, un homme s'est rendu au commissariat de Leominster et a informé les officiers via interphone qu'il avait des informations sur Andrew. Cependant, lorsque quelqu'un est venu prendre ces informations, il était parti. Puis, après que la British Broadcasting Corporation a présenté l'affaire dans The One Show, le programme a reçu une lettre anonyme de quelqu'un prétendant être l'homme du commissariat de Leominster. Il disait qu'Andrew avait été vu à Shrewsbury, mais les enquêteurs n'ont pas réussi à retrouver l'homme ou à trouver des preuves qu'Andrew est effectivement à Shrewsbury. Chaque année, la famille d'Andrew lance de nouveaux appels et son cas apparaît sur de nombreux programmes de télévision et de radio populaires à travers le Royaume-Uni, en utilisant des images de progression d'âge de ce à quoi il pourrait ressembler au fil des années. Ils ont également fait appel à la communauté gay, car la famille a envisagé la possibilité qu'Andrew ait pu avoir du mal avec son orientation sexuelle. En mai 2011, la famille a payé une entreprise privée pour effectuer une recherche sonar de la Tamise, en utilisant la même technologie qui est utilisée pour localiser les victimes et les objets importants en mer. Aucune trace d'Andrew n'a été trouvée lors de la recherche, bien qu'elle ait révélé un autre corps. En 2017, pour marquer le 10e anniversaire de sa disparition, l'organisation caritative Missing People a fait d'Andrew le visage de leur campagne. Trouver chaque enfant et son image a été présenté sur des panneaux d'affichage et des publicités à travers le Royaume-Uni. La même année, il a été annoncé que la police lançait un nouvel appel. Dans une déclaration, ils ont révélé qu'ils enquêteraient sur les demandes de prescription optique similaires à celles d'Andrew, des documents du bureau des passeports ou de l'assurance nationale, et ils diffuseraient l'acide désoxyribonucléique d'Andrew, ses empreintes digitales et ses dossiers dentaires et de santé. Le ton de la déclaration indiquait que la police croit qu'Andrew est toujours en vie. En 2018, la famille a eu une percée lorsqu'ils ont reçu un tuyau de quelqu'un qui a dit qu'il avait parlé à quelqu'un nommé Andy Roux en ligne, qui demandait de l'argent parce que son partenaire l'avait abandonné. La personne a proposé un transfert d'argent, mais on lui a dit qu'il n'avait pas de compte bancaire parce qu'il avait quitté la maison quand il avait 14 ans. Cela a captivé l'intérêt de la famille car leur surnom pour Andrew quand il était enfant était Roux. Le dénonciateur a affirmé qu'Andrew vivait à Lincoln, bien qu'il n'ait pas encore pu obtenir d'autres informations jusqu'à présent. La famille d'Andrew a poursuivi ses appels pour obtenir des informations. Ils croient fermement qu'Andrew est toujours en vie et s'accrochent à l'espoir qu'il pourrait un jour franchir leur porte d'entrée avec la clé qu'il avait sur lui lorsqu'il est parti. Cette année 2020, Andrew aura 27 ans. Si vous êtes Andrew ou si vous avez des informations à son sujet, ou si vous avez besoin d'aide de quelque sorte que ce soit concernant une personne disparue, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez,
N'hésitez pas à appeler le 116 000 à tout moment de la journée à l'intérieur du Royaume-Uni. Il y a toujours de l'aide disponible. Angela Hammond. Le 4 avril 1991, vers 21h, Angela Hammond, 20 ans, a déposé son fiancé, Rob Schaefer, chez sa mère. Le couple avait passé la soirée ensemble à un barbecue, mais Rob devait garder son jeune frère jusqu'à ce que sa mère revienne du travail, et le couple prévoyait de se retrouver plus tard. Angela était enceinte de 4 mois à l'époque, et elle et Rob prévoyaient de se marier. Les familles Schaeffers et Hammonds attendaient avec impatience le mariage et la naissance de leur nouveau petit-enfant. La vie semblait bien se passer pour le couple. Alors qu'Angela partait et que Rob lui faisait au revoir sur le pas de la porte, elle a promis de l'appeler plus tard. Entre-temps, Angela a passé du temps avec sa meilleure amie, Kayla. Vers 23h, Angela et Kayla se sont séparés pour la nuit. Et comme elle l'avait promis, Angela a téléphoné à son fiancé depuis une cabine téléphonique à l'angle de 2010 South 2e Street, où se trouvait le parking du magasin Food Barn. De nos jours, une femme seule dans une cabine téléphonique sur un parking désert à 23h serait inimaginable. Mais les choses étaient différentes dans la petite ville rurale de Clinton, Missouri. La petite communauté était soudée, principalement composée d'agriculteurs, d'ouvriers d'usines ou de petits propriétaires d'entreprises. Donc Angela se serait sentie en sécurité dans un endroit où le crime violent était inconnu. Alors qu'Angela discutait avec Rob au téléphone, elle a mentionné qu'un camion étrange continuait de tourner autour de la place. C'était une Ford F-150 de la fin des années 60 ou début 70. En tant que native de Clinton, Angela connaissait la plupart des véhicules qui circulaient habituellement sur la place, mais elle ne le reconnaissait pas. Cependant, elle n'y prêta guère attention et continua sa conversation avec Rob. Angela commençait à se fatiguer et a dit à Rob qu'elle allait rentrer chez elle au lieu d'attendre qu'il vienne la chercher. Quelques instants plus tard, l'homme du camion qui tournait s'est arrêté et est sorti pour utiliser la cabine téléphonique à côté d'Angela. Elle a continué à décrire l'homme à Rob et a dit que c'était un vieux blanc sale avec une barbe et une moustache blanche. Angela a été soulagée quand il a quitté la cabine téléphonique et a retourné à son camion, mais est devenue nerveuse quand il n'a pas démarré. Soudain, l'homme est revenu et la prochaine chose que Rob a entendue était Angela qui criait. Pris de panique, Rob laisse tomber le téléphone, court vers sa voiture et conduit à toute vitesse les 7 pâtés de maison jusqu'au parking. Alors qu'il s'en approche, le vieux pick-up Ford le dépasse sur la route avec Angela qui crie à l'intérieur. Rob met immédiatement sa voiture en marche arrière et fait demi-tour sur la route pour se lancer à la poursuite, mais le déménageur détruit la transmission de sa voiture environ 2 miles plus loin dans la poursuite. Sa voiture tombe en panne et il se sent impuissant alors qu'il voit sa fiancée disparaître dans un chemin rural sombre. Rob retourne au poste de police et rapporte ce qui s'est passé. Au début, Rob était le principal suspect. Mais après une enquête d'1 semaine, il a été blanchi. Cela a fait perdre un temps précieux. Des vérifications ont été faites sur tous les camions correspondant à la description de Rob. Mais cela n'a rien donné. Il y avait une caractéristique distinctive du camion. Il avait une image sur la vitre arrière qui représentait un poisson sautant hors de l'eau. Rob a également donné les détails à l'artiste du croquis de police sur le conducteur du camion. C'est ici que les choses commencent à différer de la description d'Angela au téléphone. Il n'a pas vu un homme blanc avec une barbe et une moustache blanche. Cette divergence est potentiellement ce qui a amené certaines personnes à soupçonner Rob, mais les enquêteurs étaient convaincus qu'il n'était pas impliqué et il est possible que la barbe qu'Angela a décrite était fausse et qu'elle est tombée lors de la lutte pour la faire monter dans le camion. Une recherche et une enquête approfondies ont été menées par la police et la communauté, mais elles n'ont rien trouvé. Initialement, l'enlèvement d'Angela a été lié à 2 disparitions similaires qui s'étaient produites dans un rayon de 80 miles quelques mois plus tôt, en janvier et février 1991. Celle de Trudy Darby et Cheryl Ann Kenny. Trudy a ensuite été retrouvée assassinée, mais la disparition de Cheryl reste toujours non résolue. Trudy a été assassinée et kidnappée par Jesse Rush,
âgé de 15 ans, et son demi-frère Marvin Chaney. Et dans des lettres, Jesse Rush a laissé entendre que lui et Marvin avaient fait la même chose à d'autres femmes, bien que rien n'ait jamais été prouvé. Le cas d'Angela a également été présenté à la télévision. Mystère non résolu, et une reconstitution de sa disparition a été créée, mais n'a produit aucune autre piste. La mère d'Angela, Marsha, est même apparue dans l'émission d'Oprah Winfrey pour souligner la détresse de sa fille disparue, mais encore une fois, aucune nouvelle information n'a été révélée. Près de 30 ans plus tard, ce qui est arrivé à Angela reste un mystère complet. Aucune trace d'elle n'a jamais été trouvée. Elle était vivante la dernière fois que Rob l'a vue. Et bien que peu probable, il est toujours possible qu'elle soit encore vivante quelque part et ait donné naissance au bébé qu'elle attendait. Pour Rob, il a non seulement perdu sa future épouse, mais aussi son futur enfant. Comme pour chaque cas que nous mettons en avant, si vous avez des informations sur la disparition d'Angela Hammond, veuillez contacter le département de police de Clinton au 600 885 2679 Keith Reinhard. Ce mystère ne commence pas avec Keith Reinhard. Il commence avec Tom Young. Tom tenait une librairie sur Main Street à Silver Plume, Colorado, au cœur des Rocheuses. Le 7 septembre 1987, Tom a fermé sa boutique et, avec son chien Gus, il a disparu. Tom avait précédemment dit aux gens qu'il partait en vacances en Europe, et donc c'était 3 semaines avant que quelqu'un le signale disparu. Quelques mois après la disparition de Tom, Keith Reinhard, 49 ans, un journaliste sportif du Chicago Daily Herald, était devenu insatisfait et agité dans sa vie et a décidé de prendre un congé de 90 jours et de déménager à Silver Plume, laissant son épouse Caroline à Chicago. Le vieil ami de Keith, Ted Parker, y vivait déjà, et Keith enviait son style de vie rustique et sans complications. Keith avait l'intention d'ouvrir une boutique d'antiquités, d'écrire un livre et de se trouver. Par coïncidence, Ted Parker possédait la devanture qui avait précédemment été louée à Tom Young et l'a relouée à son ami, Keith. Keith est arrivé à Silver Plume en juin 1988 et a installé sa boutique d'antiquités. Mais il a rapidement découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de marché pour les antiquités dans la Somnolente, région quelque peu délabrée des Rocheuses, et la monotonie de la gestion d'une boutique l'ennuyait. Cependant, depuis son déménagement à Silver Plume, Keith était devenu obsédé par la disparition inexpliquée de l'ancien propriétaire de la boutique et avait commencé à parler à tout le monde dans la petite communauté qui avait connu Tom et avait décidé de baser le roman qu'il avait l'intention d'écrire sur sa disparition. Le personnage qu'il a créé pour son roman s'appelait Guy Gypsum et était une combinaison de lui-même et de Tom. Puis le 31 juillet 1988, juste un mois après l'arrivée de Keith à Silver Plume, 2 chasseurs ont trouvé les restes de Tom et Gus dans les montagnes avoisinantes. Tous 2 étaient morts d'une blessure par balle à la tête. Près des restes se trouvait un revolver. Les enquêtes ont révélé plus tard que Tom avait acheté le pistolet 4 jours avant d'être vu pour la dernière fois à Silver Plume. L'affaire a été ouverte et fermée et a été jugée comme un suicide, bien que certains aient eu des doutes sur ce verdict, y compris Keith. Le 7 août, une semaine après la découverte des restes de Tom, Keith a annoncé à ses amis qu'il partait en montagne pour une courte randonnée sur le mont Pendleton. Il a été aperçu la dernière fois en tenue décontractée et basket. L'alarme a été déclenchée après que Keith n'ait pas rentré à 22 heures comme prévu. Sa disparition a conduit à l'une des plus grandes recherches de l'histoire du Colorado. La recherche a été arrêtée le 14 août après qu'un avion impliqué dans la recherche s'est écrasé, tuant une personne et en blessant une autre. Mais à ce moment-là, il avait enregistré plus de 10 000 heures de travail et n'avait trouvé aucun indice. Plus de 30 ans plus tard, le fils de Keith, Kai Reinhard, cherche toujours la vérité sur ce qui est arrivé à son père. Il ne croit pas que la disparition de son père et la mort de Tom soient une coïncidence. Il pense qu'il y a eu un acte répréhensible et que peut-être son père a découvert quelque chose sur la mort de Tom lors de ses recherches. Kay ne croit pas que son père serait simplement parti sans laisser de notes ou de contact.
Cependant, son meilleur ami, Ted Parker, pensait alors et pense toujours que Keith est simplement tombé et que ses restes sont toujours perdus dans la montagne. Les spéculations sur la disparition de Keith varient d'une disparition planifiée ou d'un suicide à quelque chose de plus sinistre. Et pour l'instant, l'affaire est toujours ouverte. Une plaque avait été placée sur la montagne où Keith a disparu par son fils, Kai. Elle est inscrite avec les mots de son père écrits quand il n'était qu'un garçon. Elle dit « Oh Dieu, je veux errer. Je veux errer jusqu'à ce que je meure. Avec les montagnes comme mon salon. Mon seul toit, le ciel. » Les mots sont assez prophétiques et tragiquement, il semble qu'ils soient devenus réalité. Toute personne disposant d'informations concernant cette affaire est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Clear Creek. Et maintenant, vous avez les faits. 3 personnes qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.